Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Michel Cros et Julien Bonda sur la piste du lion. Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire global, 2010. Apollinaire Ntamabyliro, Rwanda. Pour une réconciliation, la miséricorde chrétienne. Une analyse historico-théologique du magistère épiscopal rwandais, 1952 à 1962, 2010. Eliette Peyebiyi, Gérer les déchets ménagers en Afrique. Le Bénin entre local et global, 2010. Zygmunt El-Ostrovsky, Soudan. Conflit autour des richesses, 2010. Clotaire Moukegnisika. Production scientifique et pouvoir politique au Gabon. Esquisse d'une sociologie de la recherche universitaire, 2010. Innocent Biruka, Sagesse rwandaise et culture de la paix, 2010. Mosamet Sekola, Privatiser le secteur public en rez-de-chaussée, 2010. Jean-Pacifique Balaamomokelwa, Les traités internationaux du Saint-Siège avec les États en Afrique, 1885 à 2005, 2010. Kathleen Gyssels et Bénédicte Ledan, Présence africaine en Europe et au-delà, 2010. Joseph Bouzongoula, Service de base et dynamique sociale au Congo, 2010. Narcisse Dovenon, Le Bénin, Quelle solution pour un développement durable, 2010. Françoise Ugeo CHUKWU, Le pays Igbo du Nigeria, 2010. Valérie Garando, La décentralisation au Gabon. Une réforme inachevée, 2010. Ferdinand Barruzunza, Performance des politiques ouest économiques en Afrique subsaharienne. Théorie et évidences empiriques, 2010. Dieudonné Ylikatamu, Proverbes, paraboles et argot dans la chanson congolaise moderne, 2010. Au regretté accent aigu V. Samuel Bies Valentin AKEM Azoo, et Jacques Mba OHANDJA que je n'ai finalement pas pu voir s'en aller. À mes regrettés ancêtres Messina, Augustine Bessomo, Siang, Mbarga Etoa, et Mbarga Ntou qui n'ont pas pu voir combien, dans un état d'avachissement, je subis ma présence dans ce monde sans pour autant opter pour une apostasie. Introduction. La plupart des critiques reconnaissent la fonction de protection comme étant la toute première du vêtement. Par exemple, selon le dictionnaire de spiritualité, le vêtement est tout d'abord pour l'humain, naissant sans coquille ni fourrure, une protection contre les intempéries. Il apparaît comme le remplaçant dans le monde aérien du placenta, une enveloppe qui prend la suite du corps maternel 1. À la fonction de protection contre les intempéries, s'ajoute celle de sauvegarde de la pudeur. Du point de vue biblique, l'apparition du vêtement est liée au péché originel. D'après le même dictionnaire de spiritualité, au commencement de la Bible, dans le récit de l'Éden, c'est d'abord la nudité qui apparaît. Dieu crée l'humain mâle et femelle à son image. Lorsque l'homme et la femme sont mis en présence et que leur future union est annoncée, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Ils sont tous les deux nus, l'humain et sa femme, et ils ne se font pas honte mutuellement. Lorsqu'ils ont mangé de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux des deux se dessillent, ils connaissent qu'ils sont nus. Alors apparaissent la peur et la honte. Ils se font des ceintures de feuilles, mais celles-ci ne suffisent pas à l'approche de Dieu et ils se cachent dans l'arbre même. Dieu les protège alors de son regard et de celui de l'autre en leur faisant des tuniques de peau, et en les en revêtant, d'eux. Cette fonction première est devenue de nos jours quelque chose de banal, voire un truisme ou une lapalissade. Par contre, en posant comme postulat l'observation de Shakespeare selon laquelle la vie est un théâtre où chaque individu est un acteur qui entre en scène pour jouer son rôle, et celle de Georges Ballandier pour qui toute société est une scène multiple, bien avant que le théâtre n'y trace l'espace qui est le sien, il y a une parenté essentielle du social et du théâtre, jusqu'en ces lieux ordinaires où se façonne le cours des vies quotidiennes. 3. On fait vite de remarquer que le théâtre en lui-même est fondamentalement une pratique sémiotique qui convertit en signe tout ce qu'il met en scène. 4.
Cet état de choses justifie en quelque sorte le choix du point focal de la présente étude, ce qui la marque comme un tourment salutaire, à savoir, le vêtement réel, en tant que l'un des signes de théâtralisation et de théâtrocratie sociale de l'être humain dans la vie quotidienne. L'impact du vêtement réel au Cameroun est d'autant plus important qu'en ce début du troisième millénaire, sa mise en exergue est favorisée par une atmosphère sombre faite de misère morale et matérielle, d'injustice sociale, de crise politique, économique, sociale et morale qui posent non seulement des problèmes d'échelle des valeurs, mais également de repères sociaux. Roland Barthes ne croit pas si bien observer lorsqu'il dit du vêtement. Comme objet même du paraître, le vêtement flatte cette curiosité toute moderne que nous avons de la psychologie sociale. Il invite à dépasser les limites périmées de l'individu et de la société. Ce qui nous intéresse en lui, c'est qu'il semble participer à la plus grande profondeur et à la plus grande socialité. 5. L'histoire du vêtement est aussi vieille que le monde, de la préhistoire à nos jours, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les XVIIe accent grave et XVIe siècle, la Révolution et l'Empire début du XX accent grave siècle, la Restauration et le Second Empire, 1815 à 1877, la Belle Époque et le Moderne Style, 1900, le style Art déco, 1925, l'époque de la variété dans l'apostrophe uniforme ou du design, après 1950. Il est par exemple établi que les hommes de la préhistoire se couvraient de peau de bête. Au cours des périodes froides de la préhistoire, 50 000 15 000 10 000 avant JC en particulier, les hommes chassaient et tuaient pour se défendre et se nourrir les animaux d'alors, tout porteurs de fourrures épaisses, ours, bisons, aurochs, rennes, chevaux sauvages. Ces fourrures leur permettaient de se vêtir, de se chausser, de se coiffer, de se protéger des froids et de garnir leurs cavernes et leurs huttes. 6. Parmi les sociétés de l'Antiquité dont la civilisation française ou espagnole est l'héritière, on peut citer l'Égypte, Rome et la Grèce. Le costume des Égyptiens anciens était très simple et réduit à quelques pièces, comme celui des fellahs d'aujourd'hui. Le pagne ou chériti est le vêtement fondamental de l'Égyptien, fellah ou paysan, fonctionnaire ou intendant des domaines des princes et des riches. Il se compose très simplement d'une bande d'étoffe de lin ou de coton enroulée autour des reins et fixée par une cordelette ou une ceinture qui serre étroitement les cuisses et les fesses. Les dignitaires et les princes complètent ce pagne par une sorte de curieux tablier rectangulaire qui s'avance vers l'avant, constitué par des plis empesés et rigides. Ce tablier particulier avait d'évidence un sens religieux et rituel. Les pharaons le portent. Il était une sorte de symbole de la richesse et de la puissance. Les gens du peuple ne portaient qu'un pagne rudimentaire. Les femmes portaient une longue robe étroite et collante, constituée généralement de tricots légers, très saillantes, tenue par de minces bretelles et qui laissait souvent libres les seins. Vers la fin de l'histoire égyptienne, sous l'influence romaine, semble-t-il, le pagne devient souvent un short, et des peintures de cette époque tardive montrent de jeunes hommes portant des shorts blancs sur leur corps bronzé naturellement, très semblables aux shorts de nos jeunes gens d'aujourd'hui. Les fillettes nous sont montrées vêtues de petits rectangles d'étoffe attachés à une ceinture. Les jeunes garçons portent des pagnes. La chaussure égyptienne est une sandale simple, légère et faite pour la chaux d'Égypte. Une semelle de cuir ou de tresse de papyrus, avec une attache passant sur le pied et une languette passant entre le gros orteil et le reste du pied. Cette description est exactement celle des tongs ou tongs des estivants d'aujourd'hui et cette chaussure légère, faite pour les sables des plages, semble être un don fait par l'ancienne Égypte à nos contemporains. Nombreux sont les observateurs qui en font la remarque. 7. Par ailleurs, on sait par exemple que le vêtement masculin romain par excellence est la toge, portée par l'empereur, les sénateurs, les riches romains et de manière générale, les citoyens romains issus de vieilles familles, alors que l'esclave et l'homme du peuple portent la tunique. En fait, la toge n'est pas en soi un costume, elle n'a pas une forme rigoureusement précise, c'est une pièce d'étoffe en forme de demi-circonférence de 4 à 6 mètres de diamètre, 5 sous César, 6 sous Trajan que l'on drape autour du corps, dont on tient un pan avec la main gauche. L'autre pan rejeté sur l'épaule tenait seul, en retombant à l'arrière par de grands plis ou bien était fixé sur l'épaule par une fibule, c'est-à-dire une agrafe en forme d'épingle de nourrice d'aujourd'hui. Vêtement noble par excellence, mais peu commode. Il faut dire que les notables, les gens aisés, les magistrats qui portent la toge, ne travaillent absolument pas de leurs mains. Au surplus,
Ils étaient hors de chez eux, toujours accompagnés par un serviteur qui veillait à la perfection du drapé de la toge. Les chaussures n'ont pas sensiblement varié à Rome pendant 5 ou 6 siècles. Elles étaient soit des sandales fixées aux pieds par des lanières, dont l'une, comme chez les Égyptiens, passait entre le gros orteil et le reste du pied, soit des souliers légers qui se prolongeaient vers le mollet par des lassages tout à fait semblables aux souliers et lassages qui étaient à la mode en France ces années dernières. Les femmes portaient surtout des sandales, 8. Pour ce qui est de la Grèce antique, il est établi par exemple que le costume des patriciennes romaines, les matrones, ne différait pas sensiblement du costume des femmes grecques et pas sensiblement d'ailleurs de la toge masculine. À Athènes, les patriciennes portaient un vêtement de dessous, le chiton à la fois chemise et robe. Le chiton, fixé par une ceinture, formait un corsage enfermant la poitrine. Sur le chiton, l'athénienne portait le péplos, constitué par un large rectangle de tissu léger, laine ou lin, fendu mais non cousu. Le péplos est maintenu aux épaules par des fibules. L'art consistait à placer la ceinture vers la taille, cachée par la retombée du tissu, à veiller à la chute harmonieuse des plis. 9. Dans certains cas, l'histoire du vêtement va de pair avec celle des courants littéraires. Tel est par exemple le cas du romantisme vestimentaire au début du XIXe siècle, qui accompagnait pour ainsi dire, le romantisme littéraire et artistique. Après 1820, de 1820 à 1840 environ, le vêtement masculin est marqué par les modes romantiques. Le romantisme vestimentaire accompagne le romantisme littéraire et artistique, et la qualité, la finesse des tenues de la brillante génération des Musset, Hugo, Vigny, Delacroix, Géricault, Chopin, ont fortement marqué la vie des salons, des théâtres, des cafés à la mode et l'histoire du costume français. C'est chez les dames, la mode des toilettes très serrées à la taille guêpe, des robes amples et froufroutantes, dotées de manches d'un volume exceptionnel, la mode de Mimi Pinson et des hauts chignons verticaux dominant de grosses coques de cheveux sur les oreilles. 10. L'histoire du vêtement est étroitement liée à celle de l'uniforme militaire. Plusieurs accessoires et habits d'usage commun doivent leur nom, leur façon et leur existence même à des modèles et des archétypes présents dans les tenues distinctives de troupes et d'officiels, ainsi qu'à des costumes d'héros armés souvent légendaires. Il suffit de penser au mot cravate, qui provient du terme italien cravata, dont l'étymologie dérive des soldats mercenaires croates de l'armée de Louis XIV, qui portaient sur leur cou une pièce en toile, ou bien dans le cadre de la mode du XIXe siècle, à l'introduction d'habits comme le trench coat par-dessus que les Anglais utilisaient dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ou au cardigan dont origine remonte à la guerre de Crimée, où il a été utilisé par les troupes de chevalerie commandées par le 7e comte de Cardigan, ou à la Bombay jacket, le blouson que portaient les pilotes des bombardiers de la force aérienne britannique, ou au Montgomery, vareuse qui portait le nom d'un célèbre général. Et même la typique veste masculine postérieure à la Révolution française descend directement du costume militaire. Ce sont tous des exemples rigoureusement dérivés des corps militaires masculins, parmi lesquels se distingue comme emblème la veste, trophée convoité d'égalité sexuelle du mouvement d'émancipation de la femme du début du XIXe siècle. La mode informelle unisexe née dans la décennie de 1970 a introduit le vert militaire et la toile de camouflage comme solutions adéquates pour les hommes et les femmes, bien que l'on suivît un modèle masculin qui s'érigeait en neutre universel du corps couvert. Le vêtement contemporain et l'histoire des tenues militaires sont unis par des parasitismes implicites ou explicites. Cette alliance, qui n'est que l'une des possibles traductions de la relation multidimensionnelle entre mode et guerre, donnait lieu à une infinité d'analyses, de sémantisation et de mythes. Il s'agit d'une relation basée sur des signes récurrents, parmi lesquels on inclut les drapeaux, les étendards, les slogans, les décorations, les symboles, qui jouissent d'une seconde vie dans les vêtements de tous les jours après avoir orné des tenues distinctives ou proclamé leur inutilité comme le symbole de la paix imprimé sur des tricots et des sacs à dos. Même les accessoires transformés en habituels, comme les chaussures militaires, ou transfigurés en un coup de style avec un certain air ancien, comme le béret, jouent un rôle protagoniste dans cette sélection récurrente que les modes font dans les armoires des guerriers, ce qui ne révèle pas nécessairement une vocation belliqueuse programmatique, au contraire, parfois elle peut servir à modifier de manière ludique l'esthétique meurtrière des armes. Il s'agit d'un échange de signes qui en réalité, reflète un échange plus profond de sens entre deux univers du gaspillage,
de la dépense entendue dans le sens de bataille. La mode et la guerre sont précisément improductives. Parce qu'elles ont leur fin en elles-mêmes, et les deux peuvent se placer du côté d'un luxe anthropologique, d'un potlatch dont les signes se multiplient en excès. Dans son essai intitulé La Società dell'incertezza, Zygmunt Bauman introduit, en l'empruntant à Orwell, l'image de la chaussure militaire qui écrase un visage humain. Le contexte dans lequel ladite image est évoquée est en relation avec les analyses des procédés à travers lesquels les sociétés, spécialement les sociétés et les États modernes, produisent la figure de l'étranger que Bauman définit comme « celui qui ne s'adapte pas aux cartes cognitives, morales ou esthétiques du monde ». Les bottes, poursuit Bauman, font partie des uniformes, ce sont des symboles des serviteurs de l'État, entendus comme source de tous les pouvoirs et surtout, du pouvoir coercitif soutenu par l'autorité légitime pour s'auto-absoudre de l'accusation de cruauté inhumaine. Dans ce sens, la fonction de l'uniforme consiste à garantir le pouvoir étatique, à marquer la limite entre l'ordre et le désordre. L'image des bottes, métonymiquement liée à l'uniforme dont elles sont un signe indice, établit ainsi un horizon de certitude, un cadre ordonné et classificatoire de l'existence, et tout ce qui se situe hors de lui se présente comme le royaume de l'incertitude et le chaos 11. Toutefois, on peut constater pour ce qui est par exemple de la France, que parallèlement à des costumes divers changeants, qui étaient pour ainsi dire les reflets de leurs époques ou les images des multiples mutations sociales survenues au cours des siècles, qu'il y a des costumes stables, à peu près identiques hier et aujourd'hui, tels que les costumes des religieux, des magistrats, des universitaires et des médecins. À ce sujet, les propos suivants valent mieux que notre péroraison. Jusqu'à la Révolution de 1789, chaque classe avait en gros et fondamentalement son costume distinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles, avait conservé avec peu de changements les vêtements du Moyen Âge et leurs signes hiérarchiques. La noblesse portait seule des costumes éclatants, et ce n'est que très tardivement que la riche bourgeoisie, aisément anoblie d'ailleurs, fut autorisée à l'imiter. La bourgeoisie avait des habillements sans broderie, de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités, quittaient rarement le costume de leur profession. Jusqu'au milieu du XVIe accent grave siècle, et au-delà dans les villes de province, les médecins ne paraissaient pas en public sans leur robe noire et leur chapeau également noir. Il en était de même des gens de justice. Les marchands bien établis portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs, lorsqu'ils se réunissaient pour des conseils ou des cérémonies corporatives. Les magistrats les plus éminents ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. 12. Il n'est pas superfétatoire de préciser qu'il est difficile de parler du vêtement en général, sans le lier au phénomène de la mode. Ce terme vient du latin modus, mesure de surface, puis limite, puis manière de faire. La mode est un mouvement dans le corps social qui se caractérise par une diffusion rapide et un temps de vie court, des façons de se vêtir, de parler, de se comporter, de penser impulsées par des minorités en vue de se distinguer. La mode est d'abord changement et implique sa mort rapide dans le démodé, auquel succède une autre mode. 13. Pour Edmond Goblet, la mode ne peut être signe de classe que pendant peu de temps lorsqu'elle n'est ni trop nouvelle ni trop ancienne. 14. Karl Marx, parlant de son temps, observe: tous les rapports sociaux immobilisés dans la rouille, avec leur cortège d'idées et d'opinions admises et vénérées, se dissolvent, ceux qui les remplacent vieillissent avant même de se scléroser. Tout ce qui était solide, bien établi, se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané. 15. Comme le souligne si bien le dictionnaire de sociologie déjà cité, cette historicité déchaînée est le rythme même de la mode, et signifie ainsi le lien qui unit mode et modernité. Mais la mode n'est pas seulement cette soumission à un devenir débridé et indéterminé, elle en est aussi la riposte. Affirmation du nouveau comme tel et donc perpétuelle négation de ce qui est passé, c'est-à-dire démodé, la mode accentue le tempo de l'histoire dans une sorte de pastiche ludique. Ainsi libère-t-elle le devenir de l'angoisse dont il est porteur par la multiplication des naissances et des morts de formes futiles, qui miment et occultent d'autres morts sans renaissance. Aventure sans risque, disait Del Simel, la mode donne à l'homme une sécurité que jamais même la religion ne lui a donnée. 16. En général, l'importance des signes vestimentaires est fonction du temps, de l'espace, des valeurs sociales, esthétiques et psychologiques,
ainsi que de l'attachement de l'individu à un certain nombre d'appareils idéologiques ou répressifs d'État, et ou art, c'est-à-dire des structures coercitives du comportement de l'être humain en société du point de vue idéologique ou répressif 17, à savoir, la famille, l'école, la religion, la presse, la radio, la télévision, la tradition, l'armée, la police, la gendarmerie, le tribunal, la prison, etc. Déjà dans un travail précédent, à l'occasion d'un congrès organisé en l'honneur de Roland Barthes à l'Université de Bari, Italie, en février 2005, nous avions posé pour ainsi dire des jalons pour une théorie de sémiotique du vêtement réel, à la suite d'un certain nombre de disquisitions épistémologiques faites à la fois de convergence et de divergence d'avec Roland Barthes surtout et bien d'autres théoriciens du vestimentaire 18. Le présent ouvrage nous offre l'occasion de peaufiner et de raffermir ladite théorie, tout en l'étayant par bon nombre de paradigmes d'analyse tirés du vestimentaire camerounais. Mais avant tout, arrêtons-nous quelques instants sur certains concepts 19 importants qui nous serviront de fil conducteur tout au long de ce qu'il convient de considérer comme une promenade dans les méandres de la sémiotique vestimentaire. Essayons plus précisément de retracer leur genèse, leur évolution, et de définir leur configuration notionnelle. Pour désigner ce qu'ils considèrent comme la science des signes, le Genevois Ferdinand de Saussure et l'anglo-saxon Charles Sanders Peirce parlent respectivement de sémiologie et de sémiotique. Le terme sémiologie a longtemps existé comme le nom de la branche de médecine aussi appelée symptomatologie. Selon Thomas Sebeok, le terme sémiologie a une autre forme dans les langues romanes, séméiologie, les deux formes ayant deux définitions. A. Partie de la médecine qui étudie les signes des maladies, d'après le dictionnaire de Trévoux 1752, B. Science étudiant les systèmes de signes, d'après Ferdinand de Saussure 1910. Sebeok parle également de deux autres formes du côté francophone, datant de 1555, sémiotique et séméiotique, ayant les mêmes définitions susmentionnées. En dehors de son acception médicale, le terme français sémiotique était aussi employé, vers le milieu du XIXe siècle, dans un contexte militaire. Quant au concept anglo-saxon semiotics, qui apparaît également sous la forme de séméiotics, The Century Dictionary, 1895, en donne deux définitions. A. Science des signes. Langage des signes. B. Spécifiquement, branche de la pathologie qui traite de la signification de tous les symptômes du corps humain en bonne santé ou malade. Symptomatologie, sémiologie. Lors du 8e Congrès mondial de l'Association internationale de sémiotique qui s'est tenu à l'Université Lumière Lyon 2, du 8 au 12 juillet 2004, il a été procédé à une uniformisation terminologique, le terme retenu étant celui plus englobant de sémiotics, la sémiotique. À ce sujet, John Dewey parlait déjà du triumph of semiotics a term over semiology a competing term for the proper naming of the doctrine of sign today, en insistant sur le fait que les relations entre sémiotics et sémiologie sont celles d'un tout et d'une partie, que l'approche de Saussure ne tient pas compte de tous les liens de la pensée avec la nature dans l'expérience humaine, par exemple, le domaine culturel qui n'est qu'une minuscule partie de la nature 20. En ce qui concerne le terme signe, tout d'abord, d'une manière simple, un signe désigne un élément A qui représente un autre élément B ou lui sert de substitut. Cette représentation ou cette substitution peut impliquer une intention de communication, ou ne pas en impliquer. D'une manière moins simple, le signe linguistique est, selon Ferdinand de Saussure, la combinaison du concept et de l'image acoustique appelée respectivement signifié et signifiant, la relation entre les deux étant arbitraire, et le signifiant ayant un caractère linéaire. C'est-à-dire que le signifiant étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps. A. Il représente une étendue, et B. Cette étendue est mesurable dans une seule dimension, c'est une ligne 21. La théorie du signe 22 est beaucoup plus complexe chez Peirce qui considère la sémiotique comme une théorie de la représentation. Peirce voit dans le signe une entité triadique comprenant un representamen, un objet et un interprétant. Pour lui, un signe ne peut se définir par un simple rapport entre deux termes. Le signe est un representamen ou une représentation, c'est-à-dire un objet d'expérience directe nécessairement à l'origine de tout phénomène sémiotique. Une représentation est pour Peirce un objet qui en représente un autre de sorte qu'une expérience du premier nous apporte une connaissance de ce dernier.
Un representamen est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire, crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé. L'objet d'un signe est selon Peirce, ce dont la connaissance est présupposée pour pouvoir communiquer des informations supplémentaires le concernant. Et Peirce ajoute que s'il existe une chose qui communique une information sans avoir absolument aucune relation avec rien de ce que connaît directement ou indirectement la personne qui comprend cette information quand elle lui est communiquée, ce qui serait une sorte étrange d'information, le véhicule de cette sorte d'information n'est pas appelé signe. Le signe communique non seulement une connaissance, mais à travers lui on connaît quelque chose de plus, comme Peirce le note. A sign is something by knowing which we know something more. Peirce distingue deux objets du signe. L'objet immédiat qui est l'objet comme le signe lui-même le représente, et l'objet dynamique qui est la réalité qui, par un moyen ou un autre, parvient à déterminer le signe à sa représentation. Précisons que l'objet immédiat est l'objet intérieur, c'est-à-dire l'objet tel qu'il existe dans le signe. Il est ce qui est connu de l'objet dans le signe, et par conséquent une idée. Il s'agit de l'objet tel qu'il est représenté, l'objet en tant que pensée. L'objet immédiat n'est pas tout l'objet, il n'est qu'un élément. Et le signe ne peut renvoyer, ou tenir lieu de, véritablement ou d'une manière significative que si l'objet est réellement connu. Ainsi, l'objet dynamique est l'objet considéré réellement, et l'objet tel qu'il est lui-même, abstraction faite de tout aspect particulier de celui-ci. C'est donc l'objet dont nous pouvons saisir tout à fait qu'il est, en quelque sorte l'incontournable du signe, la cause de la représentation. L'interprétant du signe est selon Peirce un effet mental spécial sur un esprit dans lequel certaine association a été produite. En effet, si le signe en tant qu'objet d'expérience directe est distingué parce qu'il évoque un objet autre que lui-même, parce qu'il donne lieu à un choix perceptif supplémentaire, il réalise par ce même fait une association entre deux objets. Mais cette association ne peut être conçue que dans l'esprit et par l'esprit, auquel les deux objets sont présents. À propos, Peirce observe que l'idée de représentation elle-même excite dans l'esprit une autre idée, et pour qu'elle puisse faire ceci, il est nécessaire qu'advienne un principe d'association entre les deux idées qui serait déjà établi dans cet esprit. Parce qu'il est troisième, l'interprétant est le signe ou la classe des signes qui permet que l'on attribue le signe présenté à l'objet qu'il représente. En d'autres termes, l'interprétant est ce que le signe signifie. Ainsi tout ce qui décrit la qualité ou le caractère de l'information communiquée appartient à l'interprétant. En effet, un signe a une signification qui ne peut être saisie que par le moyen de la signification d'un autre signe interprétant. Autrement dit, le signe est relié à son objet au moyen d'un autre signe qui l'interprète. Ainsi pour tout signe, il y a un signe antécédent pour lequel il est l'interprétant, et un signe conséquent qui est un terme relatif. L'interprétant est un signe règle qui représente une relation entre le representamen et son objet. L'interprétant est un médiateur entre le representamen et son objet. En guise d'exemple, un Anglais qui étudie le français et qui pour la première fois rencontre le mot homme, sait certainement que la juxtaposition de homme et de man est une convention de lecture des dictionnaires. Selon les conventions lexicographiques, man est une règle interprétante qui convertit homme en un signe representamen de cette même classe de bipèdes déplumés que man représente également. L'interprétant man peut être le representamen de ou le signe de l'interprétant homme du français. Par ailleurs, man pour un biologiste anglais peut être un representamen qui sera interprété par vertébrés mammifères anthropoïdes. Tout representamen peut devenir un interprétant, et tout interprétant peut devenir un representamen, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Il s'ensuit que les signes forment une série continuum, infinie et qu'entre deux signes, on peut toujours en principe en insérer une infinité. Il n'existe pas un seul interprétant pour un signe, mais une succession infinie d'interprétants. Cela a pour conséquence que toute sémiose est un dialogue entre signes. Le parallélisme entre le representamen et l'objet est soit au niveau de leur qualité, soit au niveau de leur structure. Par exemple, le signe du léopard dans la tradition africaine peut faire penser au pouvoir, au chef, non pas parce qu'il y a une similitude directe entre les qualités et les caractéristiques d'un léopard et d'un chef, mais par l'intermédiaire d'une qualité plus abstraite, par exemple, la puissance, la force, etc., qu'ils ont en commun, quoique d'une façon différente.
En outre, Peirce pose le problème de la trichotomie sémantique du signe 23, dans sa relation à l'objet dynamique ou objet réellement efficace, mais non immédiatement présent. Peirce insiste sur le fait que le signe ne peut signifier son objet que s'il est en connexion avec lui. Dans sa dimension existentielle, pratique ou sémantique, le signe peut être appelé icône, indice ou symbole, selon que cette relation est fondée dans la priméité, la secondéité ou la tiercéité. Autrement dit, la relation du signe à son objet consiste soit dans un caractère que le signe a en lui-même, ce sera l'icône, soit dans quelque relation existentielle avec l'objet, l'indice, soit enfin dans une relation de raison à cet objet, le symbole. Le signe comme icône. Une icône est un signe qui est mis pour quelque chose parce qu'il lui ressemble. Il se substitue si complètement à ces objets qu'il s'en distingue à peine. On donne le nom d'icône à tout signe dans lequel la force de ressemblance est l'élément dominant de sa représentativité. Le signe n'est appelé icône que s'il existe comme image dans l'esprit, c'est-à-dire dans la seule conscience. Le signe comme indice. L'indice est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par cet objet. Il entretient une relation directe et active avec l'objet. L'indice implique une sorte d'icône d'un genre particulier, et ce n'est pas la ressemblance qu'il a avec l'objet qui en fait un signe, mais sa modification réelle par l'objet. Les indices se distinguent des autres signes fondamentalement par les 3 caractéristiques suivantes. Ils ont une ressemblance signifiante. Ils se réfèrent à des entités individuelles, des unités particulières, des collections particulières d'unités. Ils dirigent l'attention vers leurs objets par une compulsion aveugle. C'est donc d'abord la relation réelle avec l'objet qui définit l'indice. Il représente son objet en l'introduisant de force dans le champ de l'attention, en faisant appel à l'association de contiguïté. Autrement dit, il s'agit d'un signe fait immédiatement perceptible qui nous fait connaître quelque chose à propos d'un autre fait qui ne l'est pas. Par exemple, la fumée est l'indice du feu. Un cadran solaire ou une horloge qui indique l'heure est un indice. Un fort coup de tonnerre comme tout ce qui surprend est un indice, dans la mesure où il marque la jonction entre des suppositions de l'expérience. Un baromètre bas et un air humide sont l'indice de la pluie. Une girouette est un indice de la direction du vent car elle prend réellement la même direction, de sorte qu'ils sont liés l'un à l'autre et aussi parce que par la loi de l'esprit, nous sommes forcés de croire que cette direction est liée au vent. Le signe comme symbole. Pour Peirce, le symbole est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote en vertu d'une loi, d'ordinaire une association d'idées générales, qui détermine l'interprétation du symbole par référence à cet objet. Par conséquent, tout mot, tout signe conventionnel est un symbole. De même, constituent des symboles tous les sous-signes, icônes, indices, symboles, les opérations arithmétiques, les fonctions logiques, les verbes dans une proposition, laquelle est elle-même un symbole. Après ce tour d'horizon sur ces concepts qui nous servent pour ainsi dire de tableau de bord, entrons immédiatement dans le cas spécifique de la sémiotique vestimentaire, c'est-à-dire que l'on considère le vêtement dans toute sa taxinomie comme signe. D'une manière incontestable, on peut dire que Roland Barthes est l'un des plus grands théoriciens de sémiotique vestimentaire des temps modernes. En témoigne par exemple son ouvrage phare, Système de la mode, que l'on peut considérer à juste titre comme le vade-mecum de tout chercheur qui considère le vêtement comme signe. Les grands théoriciens ont ceci de particulier que non seulement ils suscitent l'admiration des assoiffés du savoir, mais également ils créent des émules et catalysent, pour ainsi dire, l'émergence des vocations et des disciples, tant dans le sens d'un certain suivisme que dans le strict respect des convictions épistémologiques et du doute méthodique de Descartes. En même temps que nous proclamons notre admiration pour Roland Barthes à qui, à travers cette modeste contribution, nous voulons rendre une fois de plus un hommage ô combien mérité, nous nous en voudrions de ne pas exposer en temps opportun quelques points de modulation ou de divergence conceptuelle d'avec ce grand homme de science, au terme d'une relecture du système de la mode, et d'une étude par nous récemment menée sur le vestimentaire camerounais. Notre redéploiement théorique se justifie donc par les relations symétriques d'assonance et ou de discordance entre théorie et empirisme. Il ne serait pas superfétatoire de s'arrêter un tant soit peu sur les dites relations, pour rappeler combien les théories sont nécessaires, y compris les théories inexactes, provisoires et illimitées, car elles aident à ordonner la réalité, à tracer un schéma d'observation, à émettre des hypothèses et à arriver à des explications.
Les théoriciens limitent très souvent le rôle de la recherche à une espèce d'expérimentation qui permet de contrôler la valeur de la théorie. Or, la recherche empirique ne se limite pas à un rôle passif de vérification, dans la mesure où elle assume 4 fonctions majeures. Elle suscite, réorganise, réoriente et clarifie la théorie. Ainsi donc, notre cheminement avec Roland Barthes se veut dynamique et est basé sur des disquisitions épistémologiques autour de certains concepts et approches, dans le triple sens de la convergence, de la modulation et de l'innovation. Notre étude est une saisie simultanée de certains aspects théoriques du système de la mode à travers le cas concret du vestimentaire camerounais, et du vestimentaire camerounais à travers ses aspects théoriques, saisie opérée de manière tridimensionnelle des points de vue de la morphosyntaxe, de la sémantique et de la pragmatique vestimentaire. Ces 3 concepts opératoires nous serviront pour ainsi dire, de tableau de bord tout au long de ce travail d'injection de quelques éléments d'approche sémiotique du vêtement réel. Il y a lieu de relever ici la grande complexité de la notion de vêtement. Comme l'observe si bien Roland Barthes, c'est un fait complet dont l'étude appelle à la fois une histoire, une économie, une ethnologie, une technologie et une linguistique. 24. D'où la nécessité d'une mise au point par rapport au cadre théorique qui va sous-tendre cette étude. La théorie de Roland Barthes est contenue dans le système de la mode, véritable vade-mecum, ouvrage dans lequel à travers les descriptions de la presse Roland Barthes interroge la mode et dévoile en elle un système de signification en la soumettant pour la première fois à une analyse sémantique, et en insistant sur la façon dont les gens font du sens avec leurs vêtements et leurs paroles. Ce faisant, il interroge aussi la manière dont notre société assume ou élude l'arbitraire des sens qu'elle élabore. 25. Roland Barthes fait état d'une trichotomie taxinomique du vêtement en tant qu'il distingue le vêtement image, c'est-à-dire celui qui est dessiné ou photographié et dont la structure est plastique. Le vêtement écrit, à savoir celui qui est décrit, transformé en langage, dont la structure est verbale, et le vêtement réel dont la structure est technologique, les unités de cette structure ne pouvant être que, nous citons, les traces diverses des actes de fabrication, leur fin accomplie, matérialisée, une couture, c'est apostrophe. Est ce qui a été cousu, une coupe, ce qui a été coupé. C'est donc là une structure qui se constitue au niveau de la matière et de ses transformations. 26, et le vêtement réel. Dans cet ouvrage, Barthes insiste essentiellement sur le vêtement écrit. Ainsi, il analyse successivement A. Le code vestimentaire, structure du signe vestimentaire signifiant signifié avec insistance sur le caractère syntaxique, sur l'arbitraire et sur la motivation du signe. B. Le système rhétorique, rhétorique du signifiant et du signifié. Notre vision théorique du vestimentaire a pour point de départ cette trichotomie taxinomique de Roland Barthes que malheureusement nous ne partageons pas entièrement. En effet, d'une manière générale, nous partageons sa typologie en la transcendant, dans la mesure où nous ajoutons une autre structure sous-jacente, conceptuelle, négligeable à première vue de par sa latence, mais qui pourtant est un préalable à toutes les 3 structures citées, et à laquelle nous donnons le nom de vêtement idée. Car les 3 structures de Barthes ne sont à y regarder de près que la résultante de ce que, pour paraphraser Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, ou pour le dire ici, les dessins ou les photos et les coupes réelles en tissu arrivent aisément. En effet, si tant est que, comme le dit Barthes, toute description d'un vêtement est soumise à une certaine fin, qui est de manifester, ou mieux encore, de transmettre la mode. Tout vêtement noté coïncide avec l'être de la mode. Il s'ensuit qu'en faisant varier certains éléments du vêtement décrit, on détermine une variation concomitante dans la mode. 27. Il ne demeure pas moins vrai que la mode naît précisément du fourmillement d'idées en termes de modèles dans la tête du styliste. En conséquence, le vêtement image, le vêtement écrit et le vêtement réel ne sont respectivement que des manifestations iconiques, langagières et matérielles du vêtement idée. 28. Dans l'avant-propos du système de la mode, l'objet de la recherche est clairement défini. Il s'agit de l'analyse structurale du vêtement féminin tel qu'il est, décrit par les journaux de mode. 29. Roland Barthes apporte davantage de précision sur la délimitation de sa recherche en disant : on s'est très vite aperçu qu'il fallait choisir entre l'analyse du système réel, ou visuel, et celle du système écrit. On a choisi la seconde voie. L'analyse qui suit ne porte donc que sur la mode écrite. 30,
et le matériel de travail est composé uniquement d'énoncés verbaux, de phrases 31. Qui plus est, Barthes semble négliger la dimension du vêtement réel. En effet, alors que pour lui, le système du vêtement réel n'est jamais que l'horizon naturel que la mode se donne pour constituer ses significations 32, nous avons la ferme conviction que la mode n'est véritablement pertinente que par rapport au fait même qu'elle trouve un heureux aboutissement concret dans le vêtement réel, lorsqu'on sait par ailleurs qu'il est des conceptions de mode qui ne font pas nécessairement tache d'huile. Et c'est l'une des raisons qui nous amène à nous intéresser particulièrement aux vêtements réels, qui, dans une certaine mesure, n'a presque pas été l'objet de l'attention du système de la mode, non seulement eu égard aux propres déclarations de Roland Barthes, mais également en considération de l'écotomographie que nous avons pu faire de cet ouvrage. Il y a lieu de préciser que nous traiterons exclusivement du vêtement réel, en tant que manifestation concrète du vêtement idée, en insistant sur sa structure, sa signification et son usage personnel ou circonstancié, ou sur son port particulier. Il est question de montrer que loin de se situer dans un cadre magmatique de trivialisation et d'indifférenciation sémantique, le vêtement réel est un important signe de théâtralisation et de théâtrocratie de l'être humain au sein de la vie sociale, en prenant des paradigmes d'analyse tirés du contexte camerounais 33. Parallèlement à la notion de signe vestimentaire que Barthes considère comme étant un syntagme complet, formé par une syntaxe d'éléments, 34, par exemple, cardigan à col ouvert égale sport 35, robe en coton à damier rouge et blanc 36, nous insistons sur la notion de pertinence du signe vestimentaire à laquelle nous donnons toute une autre acception. Bien évidemment, nous posons aussi pour postulat la bidimensionnalité ou la dualité du vêtement réel en tant que signe, mais avec ceci de particulier que nous fondons cette dualité effectivement ostensible sur la couture, s'entend la confection, et le port, alors que par exemple dans le théâtre la même bidimensionnalité apparaît en tant que texte et représentation. Ainsi, nous précisons que nous entendons par signe vestimentaire la corrélation de deux éléments. Le signifiant vestimentaire, c'est-à-dire la forme du vêtement réel ou de tout ce qui tourne autour du vêtement réel, et le signifié vestimentaire entendu comme la signification du vêtement réel avec ses denotata et ses connotata lorsque celui-ci est porté. Ainsi, nous soutenons l'idée selon laquelle le vêtement n'est pertinent ou ne revêt sa véritable charge significative que lorsqu'il se trouve sur le corps humain, et ce n'est que par rapport au fait même qu'il est porté qu'il constitue l'un des instruments de théâtralisation de l'être humain au sein de la vie sociale. En cela nous abondons un tant soit peu dans le sens de Patrizia Calfato qui fait une distinction apparemment banale mais ô combien pertinente, entre ce qu'elle appelle le naked body, corps nu, et le clothed body, corps habillé. Pour cette théoricienne du vestimentaire, le vêtement articule l'interaction entre le corps nu qui n'entraîne pas pour autant une absence de différenciation et le corps habillé, le corps nu étant une abstraction qu'on pourrait appeler le degré zéro des habits, tandis que le corps habillé est une catégorie sémiotique qui interprète le corps dans le monde, les relations entre les corps, la situation du corps selon les expériences vécues 37. Ainsi, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.